fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, la conception de l'atome et de la matière a changé radicalement. Le phénomène de radioactivité a été mis en évidence avec la notion de noyau radioactif. C'est ce que nous allons étudier dans le chapitre décroissance radioactive. Intéressons-nous déjà à la notion de stabilité et instabilité des noyaux. Les noyaux sont classés en fonction de leur nombre de protons et de neutrons. Il existe par exemple 2 noyaux stables de carbone, contenant chacun 6 protons, mais avec un nombre de neutrons différent. 6 pour le carbone 12 et 7 pour le carbone 13. On observe aussi 4 isotopes stables du fer. Il existe ainsi un peu moins de 300 noyaux stables dans la nature. Les plus lourds se situant au voisinage du plomb. Pour des valeurs de Z assez faibles, les noyaux stables sont tels que le nombre de neutrons est égal au nombre de protons. Mais pour des valeurs de Z plus élevées, les noyaux stables sont plus riches en neutrons qu'en protons. Il existe aussi d'autres noyaux, mais eux sont instables. Ils sont dits alors radioactifs. Ils se désintègrent spontanément en une autre espèce et on estime leur nombre à plusieurs dizaines de milliers. Beaucoup ont été synthétisés par l'homme. Les noyaux radioactifs peuvent se désintégrer de différentes façons. Pour certains, c'est la radioactivité bêta. On distingue par ailleurs une radioactivité bêta plus et bêta moins. Pour d'autres, c'est la radioactivité alpha. Et d'autres encore fissionnent spontanément lorsque le noyau est très lourd et le noyau, dans ce cas, se casse en 2 morceaux. La tendance d'un noyau à se désintégrer dépend de la cohésion des protons et des neutrons en son sein. L'importance de leur lien, représenté ici verticalement, illustre la stabilité du noyau. On peut alors mettre en évidence une vallée de stabilité et les désintégrations des noyaux instables permettront alors de rejoindre cette vallée de stabilité. Trois types de radioactivité ont pu être mis en évidence dans la simulation précédente, en plus du phénomène de fission spontanée. La radioactivité alpha, bêta avec bêta plus et bêta moins, qui s'accompagne en général d'un rayonnement gamma. Dans le cas d'une radioactivité alpha, un noyau d'hélium est libéré par le noyau, d'où l'équation indiquée. Grand X étant le noyau père, grand Y le noyau fils. Cette radioactivité concerne en général les noyaux lourds contenant trop de nucléons, c'est-à-dire trop de protons, N neutrons. Pour la radioactivité bêta, et plus précisément bêta-, un électron est éjecté par le noyau père. Cela concerne les noyaux possédant un excès de neutrons par rapport aux protons. Inversement, un noyau possédant un excès de protons par rapport aux neutrons subira une désintégration bêta+, en libérant un positon, encore appelé positron. Pour ces 3 équations nucléaires, on constate qu'il y a conservation du nombre de charges grand Z, c'est-à-dire que la somme des nombres de charges des réactifs est égale à la somme des nombres de charges des produits. De même, il y a conservation du nombre de masses grand A. Ce sont les lois de conservation, encore nommées loi de Soddy. La plupart des noyaux, issus d'une désintégration radioactive, sont dans un état excité. Le retour à leur état fondamental s'accompagne de l'émission d'un photon gamma
On parle alors de désexcitation gamma qu'on associe à l'équation indiquée. L'astérisque précisant le noyau dans un état excité. Étudions maintenant l'évolution du nombre de noyaux dans un échantillon. Dans la simulation, chaque petit carré gris clair du cube représente un noyau radioactif. Une fois désintégré, il devient gris foncé. L'activité grand A d'un échantillon de noyaux radioactifs correspond au nombre de désintégrations par seconde qu'on mesure en becquerel avec un compteur Geiger. Quel que soit le noyau radioactif étudié, on voit à droite que l'évolution du nombre de noyaux au cours du temps a toujours la même allure. C'est la loi de décroissance radioactive qui correspond à une décroissance exponentielle. Mais suivant le type de noyau, donc ici, s'il s'agit du radium, du carbone ou du plutonium, la rapidité de la décroissance est différente. On peut mettre en évidence le temps de demi-vie, donc ce qui est noté T1,5, pour chacun de ces noyaux. Donc ça correspond à la durée nécessaire pour que l'échantillon se soit désintégré de moitié. Et ici, on peut voir que pour le plutonium, sa demi-vie est bien plus élevée que les deux autres. Il faudra donc attendre beaucoup plus de temps pour que la totalité des noyaux se soit désintégrée. Ainsi, la loi de décroissance radioactive peut se traduire par une expression mathématique pour le nombre de noyaux grand N restant dans un échantillon, faisant intervenir une décroissance exponentielle. Lambda est la constante radioactive caractéristique d'un type de noyau. Donc sa valeur dépendra si c'est par exemple du radium comme on l'a vu tout à l'heure ou du plutonium. Cela implique forcément que le nombre de noyaux grand N vérifie l'équation différentielle suivante. La dérivée de n par rapport au temps est égale à moins lambda fois n. De même, l'activité grand A suit la loi de décroissance avec A égale A0 exponentielle de moins lambda fois t. Une application importante de cette loi de décroissance, c'est la datation d'un objet, d'un corps ou d'une roche. Prenons le cas de la datation au carbone. Les peintures de la grotte de Lascaux ou le Saint-Suaire, par exemple, en ont bénéficié. La datation au carbone 14 est une technique basée sur la mesure de l'activité du carbone 14 contenu dans la matière organique que l'on cherche à dater. Un organisme contient du carbone 12 et du carbone 14. Radioactif, le carbone 14 est présent à un taux constant grâce aux échanges avec l'atmosphère tant que l'organisme est vivant. À la mort de l'organisme, le carbone 14 n'est plus renouvelé, il se désintègre progressivement, la radioactivité naturelle diminue lentement, elle décroît de moitié tous les 5730 ans, c'est ce qu'on appelle sa demi-vie. C'est la découverte de ce principe de chronomètre du carbone 14 qui a valu à l'américain Willard Libby son prix Nobel de chimie en 1960. Les chercheurs déterminent la quantité de carbone 14 en mesurant la radioactivité de l'échantillon ou en comptant directement le nombre d'atomes de carbone 14 par spectrométrie. Ils obtiennent l'âge carbone de l'objet. Ils peuvent ensuite déterminer le moment où l'organisme est mort en comparant le taux de carbone 14 de l'échantillon au taux de carbone 12 qui, lui, est resté stable. Utilisée en archéologie, en sismologie et volcanologie, en climatologie, agronomie et océanographie, cette technique est très précise mais a ses limites. L'échantillon à analyser doit avoir moins de 50 000 ans, la quantité de carbone 14 est trop faible et elle ne fonctionne que sur ce qui a été vivant, pas sur les roches. On trouve aussi de nombreuses utilisations de la radioactivité dans le domaine médical. En imagerie médicale, pour des diagnostics, avec notamment la scintigraphie, où on suit le cheminement d'un isotope radioactif, ce qui permet le dépistage précoce des cancers.
La radioactivité est aussi un moyen thérapeutique avec notamment la radiothérapie qui expose alors les cellules cancéreuses à une ionisation, c'est-à-dire une altération de la composition de l'information génétique des cellules cancéreuses afin de les détruire. Mais même si la radioactivité naturelle existe, les personnes susceptibles d'être exposées aux radiations doivent se protéger impérativement contre ces rayonnements dits ionisants. Le rayonnement alpha est peu pénétrant. Quelques centimètres d'air ou une feuille de papier suffisent à l'arrêter. Il ne présente en même temps aucun danger pour l'homme. Le rayonnement bêta, bêta- ou bêta+, est peu pénétrant. Il peut être stoppé par une vitre ou quelques millimètres d'aluminium. En traversant l'épiderme, il provoque des lésions cutanées. Le rayonnement gamma, lui, est très pénétrant. Il faut de fortes épaisseurs de béton ou de plomb pour le stopper. Conséquence sur l'organisme, des tissus et des organes atteints. Ainsi, pour se protéger de ces rayonnements, il faut blinder la source, s'en éloigner ou mettre en place des écrans adaptés.